Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, on vous propose un débrief de l'actualité spatiale comme tous les mois sur Bismart. Une actualité évidemment marquée par le conflit en Ukraine qui a des conséquences sur le secteur spatial et ses acteurs. Mais on ne va pas parler que de ça, on va aussi parler de la fusée SLS, de la NASA, de Starship, de SpaceX. Les deux mastodontes destinés aux missions lunaires et martiennes sont au cœur de tous les regards ce mois-ci. Mais d'autres sujets nous attendent aussi dans cette émission. ExoMars, Leonardo, OneWeb, bref, un vaste programme qu'on va essayer de traiter en entier avec nos invités en plateau. Alors avec moi, j'ai Maxime Puteaux, conseiller espace et industrie chez Euroconsult. Bonjour. Bonjour. Et puis à vos côtés, Christelle Astorg-Lépine est de retour aussi sur le plateau de Smart Space, responsable du programme Blast chez Starburst, qui d'ailleurs est en train de recruter ces nouvelles recrues en ce moment même. Alors on démarre cette émission dans l'ISS avec une image de paix au cœur de ce conflit. Je vous donne le contexte. Le commandant actuel de l'ISS, le cosmonaute russe Anton Shkaplerov, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, a remis la clé de la station spatiale internationale à son collègue américain, Thomas Marshburn, qui prend donc le commandement. Et c'était l'occasion de faire passer un petit message de paix. Écoutez. People have problem on Earth, on orbit. We are like, we are one crew, and I think ISS is like symbol of the friendship and cooperations and like symbol of future of exploration of space. Donc on se rend compte qu'en fait, ça se passe bien dans l'ISS. Je crois que rarement le retour d'un astronaute américain n'a jamais été autant scruté, ouais. Puisqu'il est rentré via les Russes. Et mine de rien, en orbite, ça a l'air d'être la coopération continue. Force est de constater que les Russes et les Américains ont besoin les uns des autres. Et vous faites référence au retour donc, de cet astronaute qui a passé 355 jours en fait, dans l'espace et qui est rentré avec les Russes, avec un vaisseau Mark russe. Van der Hey. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que finalement, c'est toujours un lieu de neutralité, l'ISS. C'est toujours et presque encore plus. Ouais. Enfin, on sent qu'ils font beaucoup d'efforts justement pour passer ce message-là de professionnalisme, de neutralité. Ouais. Finalement, voilà, de continuer leur travail habituel. Et c'est pour ça que même, finalement, cette tenue-là, jaune qu'ont arboré les trois cosmonautes russes au moment donc, de leur entrée dans la station, on les voit à l'image. A été tout de suite, finalement, apaisée parce que, finalement, nous, on avait envie de croire que c'était un message, effectivement, presque pro-ukrainien, ce qui aurait été, finalement, pas si bon que ça pour, effectivement, préserver cet équilibre. Et donc, on a un peu tout entendu. Ouais. Voilà, c'est l'université de Mumbai, c'est l'université de... c'était voilà, dans les cartons, il y avait du jeune. Mais voilà, donc on ne sait pas exactement si c'était un message ou pas. Mais tout de suite, effectivement, ils ont cherché plutôt à apaiser. Et le message, contrairement, effectivement, au message de Vladimir Rogozin, qui est effectivement... Oui, on va y revenir, c'est rageur. Il n'y a pas finalement de lien de cause à effet. Mais c'est vrai que cette image, elle a fait beaucoup parler. On a dit, ah là là, les astronautes russes qui arrivent dans l'ISS veulent montrer que finalement, ils sont pro-Ukraine, ce qui voudrait dire contre leur gouvernement et même contre leurs agences, on va y venir. Mais ça, c'était possible parce qu'alors là, on peut donner peut-être la solution. Ce seraient les couleurs de l'université commune des trois cosmonautes. Voilà, c'est ça. Et d'autant plus que les cosmonautes russes sont en fait des militaires de carrière, donc ça aurait été d'autant plus surprenant pour eux d'avoir un message politique. Et c'est déjà arrivé qu'on ait un message politique dans l'ISS ? C'est arrivé lors des événements de Crimée, où effectivement les cosmonautes russes ont soutenu finalement le gouvernement russe, et ils se sont fait en fait finalement taper sur les doigts parce qu'ils n'avaient pas à le faire. Ouais. Et donc là depuis effectivement les consignes sont très claires, on ne parle pas politique dans la station spatiale. Ouais. De toute façon, c'était pas envisageable de changer comme ça les tenues au dernier moment et d'accepter... C'est très codifié, c'est très... il y a une organisation logistique assez complexe, donc oui, ça aurait été
largement spontané et pas possible dans la configuration actuelle. Alors après ce message de paix qu'on a vu ensemble, on va redescendre sur Terre au sens littéral comme au sens figuré, parce que l'ISS est aussi un sujet de tension ici sur Terre. Vous en avez parlé. Dimitri Rogozin, qui est le directeur de l'agence spatiale russe, a eu des mots assez forts, des tweets notamment assez forts. Il a dit: si vous bloquez la coopération avec nous en parlant des États-Unis, qui sauvera l'ISS d'une sortie d'orbite incontrôlée et d'une chute sur les États-Unis, ou bien, 3 petits points, l'Europe. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur une escalade assez rare. Sans précédent, j'ai envie de dire. Rogozin est quand même un Twitter compulsif. C'est un peu l'Elon Musk russe, quoi. Exactement. En fait, sur ce sujet. Et puis souvent, ils sont amenés à se répondre. En 2014, lorsque les Américains dépendaient encore des Russes pour accéder à la station, il disait qu'en cas de brouille avec les Américains pourraient se contenter d'un trampoline pour accéder à l'ISS. Aujourd'hui, les Américains sont autonomes, mais il est vrai que le directeur de l'agence spatiale russe fait passer énormément de messages politiques, et on l'a même vu sur le train qui transporte Soyouz, avec le Z qui est le symbole de l'intervention militaire en Ukraine, le Soyouz qui transportait des OneWeb qui a été enlevé de son pas de tir. Tout est politique. Alors il faut rappeler quand même que l'agence Roscosmos, à la différence de l'ESA, du CNES ou même de la NASA, si je ne dis pas de bêtises, est une agence qui est rattachée militairement aussi à l'État. Là, cette double fonction militaire. Donc ça, c'est un modèle qui n'existe pas vraiment ailleurs. Enfin, en l'occurrence, le CNES a 2 tutelles. Il y a une tutelle militaire et il a également une tutelle du ministère. Donc c'est pas si différent du modèle russe ? Je pense que le prorata est peut-être un petit peu différent, parce qu'effectivement les lignes militaires, en tous les cas dans les budgets français, sont finalement assez faibles par rapport à l'ensemble des budgets spatiaux. Mais donc non, c'est cette jointure en fait de 2 programmes comme ça, militaires et spatiaux, c'est finalement ça peut exister bien évidemment. Pas l'ESA, l'ESA est effectivement uniquement spatiale, l'agence spatiale. La vraie différence pour Roscosmos, c'est que c'est une entreprise d'État. Avant, c'était une agence spatiale. Aujourd'hui, c'est une entreprise d'État qui, en fait, regroupe toutes les entreprises du spatial russe. Et pour ceux qui ont un petit peu de connaissances historiques, ça ressemble finalement au modèle d'aérospatial il y a quelques années, lorsque l'État était actionnaire majoritaire. Alors, est-ce que cette situation demain entre la Russie et les États-Unis, pour reprendre un petit peu cette dualité qu'a mis en avant le directeur de l'agence russe, elle peut acter un divorce qui entraînerait une fin de l'exploitation de l'ISS pour garder un regard vers la Station spatiale internationale? Est-ce que ça va accélérer les choses sur ce sujet-là? C'est possible. De mon point de vue, c'est possible. Parce qu'effectivement, on verra ce que Maxime en pense, mais en tous les cas, je pense que déjà, avant même les événements en Ukraine, la Russie avait fait savoir qu'elle n'était pas forcément intéressée à continuer sur la station après 2024. Et donc, effectivement, ça risque non seulement d'accélérer peut-être côté russe, mais on ne sait pas, même côté international, parce que finalement, les Américains, voire même d'ailleurs les autres, ont d'autres envies. Ils ont envie d'aller sur la Lune et pour ça, il faut des budgets. Donc, il y a le programme Artemis qui est en train, effectivement, de prendre corps. Du coup, finalement... Ça remet un peu tout sur la balance. Je pense que ça risque effectivement d'être un déclencheur facilitateur pour cette décision qui est dure à prendre. Parce que, oui, ça fait quand même... presque 23 ans à laquelle elle est là, c'est toujours difficile. Donc 2030, c'est plus un horizon si certain pour la fin de la station? Pas de mon point de vue. L'ISS est un peu dans son crépuscule. Les Russes ont mentionné l'intérêt pour le choix pour eux de l'arrêter en 2024. Les Américains souhaitent la poursuivre en 2030. La vraie question qui se pose, c'est l'alternative. Les Américains sont en train de développer et de stimuler leur industrie pour avoir des stations spatiales privées, tout en allant sur la Lune, de manière à continuer à occuper l'orbite basse. Et dans ce contexte-là, il est clair que l'intérêt pour l'ISS va décroître. Et finalement, le retrait des Russes, il est relativement impossible, puisque les systèmes sont interconnectés, les modules dépendent les uns des autres, mais peut-être que la participation ou les fréquences ou les rotations
seront réduites et finalement devraient s'arrêter. Surtout qu'elle est vieillissante, cette station. Oui, donc à un moment donné, il n'y aura plus peut-être les moyens, si on retire le budget russe, d'entretenir cette station spatiale. Après, concernant effectivement les menaces de Rogozine sur le fait que la station spatiale du coup pourrait tomber sur Terre avant la fin de l'année, là aussi, je pense que les Américains peuvent chercher, mine de rien, finalement des solutions. À l'époque, c'était un engin européen qui était aussi capable de faire ça, c'était l'ATV. Oui. Donc un module automatique en fait lancé par Ariane 5, qui avait été bien sûr dessiné pour être capable de faire ça, mais aujourd'hui on sent que même Crew Dragon, si on y travaillait un petit peu, pourrait être en capacité, à mon avis, assez rapidement de faire le job. Alors on va revenir en Europe, l'Europe qui voit sa mission martienne ExoMars s'éloigner petit à petit. On est obligé d'en parler parce qu'en fait c'est directement lié avec l'actualité en Ukraine, avec ces nouvelles relations qui s'installe en Europe avec l'agence spatiale russe. L'agence spatiale européenne a officiellement annoncé le report du lancement de la sonde ExoMars, qui doit donc acheminer à terme un rover sur la planète Mars. Mission menée jusqu'alors en coopération avec la Russie. Oui, le mois de mars est cruel pour la planète rouge. Oui, c'est très, très joli comme formule. L'ESA a annoncé son retrait, qui est une conséquence du choix de ses États membres, ce qui repousse d'au moins 4 ans, voire 6 ans la mission, puisqu'on accède à Mars par des fenêtres de tir de 2 ans, en fonction de l'alignement des planètes. Sans atterrisseur, l'Europe doit soit en concevoir un, soit se tourner vers un pays qui est en mesure d'en avoir un, peut-être les États-Unis. Et du côté des Russes, il s'agit maintenant de trouver un passager à son atterrisseur. Alors, est-ce que les Russes feront eux-mêmes un rover? Est-ce qu'ils iront se tourner vers la Chine ou les pays du Golfe, avec qui ils ont déjà noué des partenariats? Ça reste ouvert comme sujet. Mais ça veut dire que là, il y a des opportunités technologiques. Est-ce qu'on a les moyens? Déjà, est-ce que ça veut dire que la Russie est exclue définitivement du projet? Est-ce qu'on a les moyens de la remplacer? Par rapport au définitif, il me semble que par rapport à la guerre, si elle devait s'arrêter demain, tout ça serait presque réversible en fait. Donc parce que ça ne plaît à personne finalement cette séparation avec les Russes quand même. C'est nos partenaires de toujours, notamment en Europe. Donc à mon avis, rien n'est irréversible, enfin je l'espère. Tout va dépendre un petit peu de la durée, effectivement, de cette guerre. Et là, pour le coup, sur ExoMars, effectivement, on a 4 ans devant nous pour rebattre les cartes industrielles. Par contre, oui, effectivement, c'est l'occasion de se doter de moyens supplémentaires. Mais finalement, ce qui nous manque aujourd'hui en Europe, ce sont vraiment des choses extrêmement coûteuses. Donc, si on devait effectivement développer ça, même en 4 ans, on aurait quand même beaucoup de mal. Oui, ce ne sera pas l'occasion de rebattre un petit peu l'équilibre du secteur. S'il y a une ambition politique de s'éloigner des Russes, elle aura vraiment un coût et il faudra être prêt du coup à l'assumer. D'accord. Ou le faire en partenariat avec quelqu'un d'autre. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est que ça rééquilibrera les partenariats. Jusqu'à présent, il y avait quand même une présence très forte, un partenaire historique avec la Russie. Peut-être qu'on peut voir... je sais pas, se redessiner. Après, on a déjà beaucoup travaillé avec les Américains, puisqu'on a eu la mission InSight, donc pareil avec la NASA, JPL. Donc, ces partenariats finalement franco-américains pour aller sur Mars, on l'a déjà fait. L'idée, effectivement, c'était d'aller encore plus loin, puisqu'on avait nous-mêmes le rover, enfin en Europe, ce qui était quand même plutôt sympa. Donc oui, on peut encore, effectivement, à mon avis, se tourner relativement facilement vers les Américains, où il suffit finalement de payer un service. Alors on enchaîne avec un autre sujet, on va parler de OneWeb qui a annoncé le choix de SpaceX pour envoyer sa constellation plutôt que Soyuz pour ses prochains lancements en tout cas, un changement qui aura de lourdes conséquences peut-être pour l'Europe. Nécessité fait loi. OneWeb a des besoins de lancement et aujourd'hui, il n'y a que SpaceX qui a cette capacité-là à augmenter ses cadences. L'Europe est en pleine transition entre Ariane 5 et Ariane 6 et les concurrents américains ou japonais sont aussi dans la transition. Les Indiens sont en ce moment ressentent encore les effets de la pandémie, puis les Chinois de toute façon sont hors du sujet concernant des satellites avec des composants américains. Donc oui, c'est l'ennemi héréditaire, enfin théorique qui devient fournisseur de OneWeb pour sauver finalement OneWeb et le déployer à temps, puisque la moitié de la constellation est en orbite. Attendre, c'est aussi avoir des satellites en orbite qui vieillissent. C'est un service qui n'est pas encore
disponible pour les utilisateurs et qui du coup ne génèrent pas de revenus pour la société. Donc le pragmatisme a conduit OneWeb à choisir SpaceX. Oui, oui. C'est un coup dur pour Ariane Group, parce que c'était quand même une très très grosse commande. Il faut rappeler peut-être pour les gens qui n'audrait rien que donc c'est Ariane qui commercialise. C'est Ariane Group qui commercialisait en fait Soyouz en Guyane. Voilà. Donc effectivement, dès le début des événements, on va dire que l'ensemble des Russes qui opéraient Soyouz en Guyane ont quitté finalement la Guyane. Donc le lanceur Soyouz n'est plus tiré de Guyane jusqu'à nouvel ordre. Et à mon avis là pour le coup, je pense que c'est fini. Ouais. Et du coup effectivement, le lanceur qui naturellement devait remplacer Soyouz en Guyane, c'est Ariane 6, donc qui doit arriver d'ici la fin de l'année. Perdre le contrat de OneWeb, c'est très lourd. Et ça veut dire que, une fois de plus, certainement que les États membres vont devoir finalement compenser cette perte financière commerciale d'Ariane Group, de manière à maintenir finalement un équilibre financier. Oui, après la pandémie, c'est une lourde attaque pour le groupe. C'est dur. Non, c'est dur pour Ariane Espace. C'est un mauvais alignement de planète. Oui, puisque Soyouz devait être aussi le lanceur de la transition et de recevoir une partie des satellites qui auraient dû être lancés sur Ariane 6, qui est en retard. Et finalement, cette solution de secours n'est plus disponible. Donc, je dirais autant Ariane Espace est sans doute probablement très peiné par l'indisponibilité de Soyouz, autant Ariane Group voyait dans Soyouz un concurrent un peu moins cher à Ariane 6 et finalement le contrat Soyouz qui devait être renouvelé en 2023 avec l'Agence spatiale européenne et la Russie là du coup semble être dans les limbes et finalement c'est un concurrent de moins pour Ariane 6 mais ça rajoute du coup de la pression sur ça rajoute de la pression aussi qui va faire son premier tir au banc normalement avant l'été on espère de son étage supérieur et c'est des événements techniques qui sont importants, qui prennent du temps à qualifier. Donc ça peut aussi engendrer des retards. C'est pour ça que ces dates-là sont jamais sûres à 100%. On poursuit, on passe outre-Atlantique. Si vous le voulez bien, on va aller voir les lanceurs et le gigantisme de ces nouveaux lanceurs. La fusée SLS qui est sortie de l'ombre d'abord, un colosse de plus de 100 mètres de haut, 130 tonnes de charge utile. En comparaison, Ariane 5, c'est 20 tonnes, pour remettre un petit peu la mesure de tous ces lanceurs. Donc le Space Launch System, il a effectué son rollout. On l'a vu sortir, il doit rejoindre une aire de lancement pour subir de nouveaux tests. C'est ce que vous voyez à l'image, c'est assez colossal, c'est assez impressionnant de voir un lanceur de cette dimension-là. L'idée, c'est quoi? C'est de le lancer quand, cet énorme mastodonte? L'objectif, c'est de le lancer dans l'été. Évidemment, c'est un programme qui a 11 ans, qui a connu quelques retards et quelques dépassements de budget. On est à plus de 20 milliards de budget, mais c'est le lanceur qui doit permettre aux Américains de retourner autour de la Lune, puis à la surface de la Lune. Pourquoi on construit un aussi gros lanceur? L'idée, c'est quoi? C'est que pour le deep space, pour l'exploration plus lointaine, on a besoin de passer à ce niveau-là? On n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, on a ce type de propulsion qui fait qu'effectivement on est obligé d'avoir beaucoup de moteurs et puis effectivement des tailles effectivement de lanceurs qui permettent d'aller aussi loin en fait. Donc effectivement pour l'exploration, pour aller sur la Lune et en tous les cas envoyer, parce que c'est ça qu'on veut faire, c'est quand même envoyer finalement des modules, soit pour les déposer sur la Lune, soit pour faire une station lunaire. Donc ça effectivement faut de très très gros lanceurs. SpaceX aussi a dévoilé le sien avec Starship, qui donc là, je vous donne dimension 50 mètres de haut et 100 tonnes de charge utile, mais un lancement reporté a priori, donc on ne va pas tout de suite les voir décoller. Oui, le temps d'Elon Musk n'est pas forcément celui de la FAA, l'autorité de régulation américaine des lancements, et celle-ci constate que le site sur lequel SpaceX s'est implanté, donc Boca Chica, la frontière du Mexique au Texas, avait obtenu une autorisation pour lancer des Falcon 9 et des Falcon Heavy. SpaceX a changé ses plans et du coup a développé Starship, et la FAA a rappelé SpaceX alors en disant qu'il fallait une nouvelle autorisation. Il y a tout un processus d'enquête environnementale qui retarde d'autant l'autorisation pour Starship. Bon, alors un dernier mot avant de conclure, parce qu'il nous reste que quelques secondes. Pour finir, Leonardo qui annonce céder ses activités de satellite GES. C'est donc Leonardo, pour rappel, géant italien de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Quelle est la stratégie? À qui d'abord il va céder ses activités de satellite?
c'est des ASES, donc, qui effectivement, on va dire l'opérateur finalement historique, donc c'est assez naturel. Mais quelle est la stratégie alors? La stratégie, c'est vraiment de se recentrer sur plutôt le militaire, qui finalement lui a été plutôt favorable pendant la crise, où il a fait à peu près, on va dire 50% de profit, alors qu'il ne s'y attendait pas forcément. Donc là, effectivement, on a un choix stratégique de recentrement par rapport effectivement au profit spatial, qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il a côté militaire. Oui. Plus généralement, dans un contexte de concurrence des opérateurs traditionnels avec les nouveaux opérateurs, type Starlink, l'idée pour les opérateurs qui autrefois étaient juste des loueurs de tuyaux, là il y a une logique d'aller plus bas dans la chaîne de valeur et d'aller vers leurs clients. Et un client qui en fait qui a les poches pleines, c'est l'armée américaine, donc du coup ça a du sens d'aller directement vers le client et de lui vendre pas revendre uniquement de la capacité, mais vendre du service, des antennes. Et c'est un bon client en ce sens-là. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de débriefer ces actualités assez riches. On a réussi à aller à peu près jusqu'au bout pour aujourd'hui. On se retrouvera évidemment pour reparler de toutes ces actualités sur le secteur spatial. Alors je rappelle quand même, Maxime, plutôt que vous êtes conseiller espace et industrie chez Euroconsult, et vous, Christelle Astorg-Lépine, responsable du programme Blast chez Starburst, qui donc est en train de recruter ces nouvelles pépites pour encore un mois, c'est ça? Exactement. Bon. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débrief de l'actualité spatiale pour le mois de mars. On se retrouve très vite sur Bismart.